il faut savoir que l'histoire, c'est que Bernard d'Espagna a enseigné environ 10 ans la philosophie de la physique à l'université Paris 1, à l'Institut d'histoire des sciences. Puis j'ai pris sa succession à partir de 1990. Et la première étudiante que j'ai eue, c'était Léna Soler. Maybe you know Léna Soler. She's in Nancy, in France. Et donc Léna Soler à la fois était mon étudiante, ma doctorante, et c'était aussi indirectement une disciple de Bernard d'Espagna à travers ce que je racontais dans ce contexte universitaire. Mais très vite, elle a rencontré Bernard d'Espagna, et là, il y a eu véritablement des interactions extrêmement fructueuses. Donc elle en parle dans sa lettre. Alors voilà, Bernard d'Espagna a été un physicien de grande valeur, et je sais que d'autres, plus compétents que moi en physique, ne manqueront pas d'en témoigner. Pour ce qui me concerne, étant donné la nature essentiellement épistémologique des interactions que nous avons eues, c'est avant tout aux philosophes de la physique, ainsi qu'à la personne que je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Philosophes et personnes d'ailleurs intimement liées, dont l'esprit continue de m'accompagner et de m'inspirer. Bernard d'Espagna a joué un rôle important sous des formes variées tout au long de mon parcours philosophique, depuis ma thèse de doctorat en histoire et de philosophie de la physique dans les années 1990 jusqu'à ces dernières années. Je lui en ai toujours été profondément reconnaissante et le lui ai d'ailleurs exprimé directement à chaque occasion de son vivant. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me tient à cœur d'en témoigner publiquement devant sa famille, ses amis et ses collègues, malgré l'impossibilité d'être physiquement présente parmi vous aujourd'hui. Cela me tient d'autant plus à cœur que je n'ai pu assister aux obsèques de Bernard d'Espagna en août dernier, étant à l'étranger à ce moment-là. Merci donc aux organisateurs d'avoir accepté d'intégrer mon témoignage. Il est spécialement pertinent et heureux que le vecteur de ce témoignage soit Michel Wippol. En effet, c'est grâce à Michel Wippol qu'a été initialement établi le contact direct avec Bernard d'Espagna. C'était il y a plus de 20 ans, en 1995, dans le cadre d'un groupe de recherche en histoire et en philosophie des sciences physiques, organisé à l'Institut d'histoire des sciences et des techniques par Michel Wippol et Sandra Logier. Les organisateurs m'avaient invité à présenter mon travail sur Grete Hermann, une pionnière injustement méconnue de la philosophie de la mécanique quantique, qui a proposé dès 1935 des interprétations originales de cette physique, alors fort énigmatique. Michel Wippol encouragea Bernard d'Espagna à assister à mon intervention. À ma grande surprise, ce dernier, Bernard d'Espagna, donc, vint, et dans la discussion, ses interventions me furent très précieuses. Le fait de sa présence en cette occasion illustrait aussi l'un des traits nobles de sa personnalité qui m'a touché et m'a d'emblée nourri. Une ouverture à la rencontre intellectuelle qui est totalement généreuse et indifférente aux hiérarchies. Qui, dans sa position, avec les nombreuses contraintes et sollicitations afférentes, aurait pris le temps d'aller écouter une jeune thésarde inconnue parler d'une non moins illustre inconnue, Grete Hermann. Le dialogue philosophique se noua véritablement un an plus tard, en 1996, à l'occasion d'un événement impulsé par Michel Wippol, des journées d'études consacrées à l'interprétation réaliste de la physique quantique, développée par Bernard d'Espagna dans son livre « Le réel voilé », paru en 1994. Ces journées, dans lesquelles je fus convié à intervenir, étaient destinées à se dérouler en présence et en interaction avec Bernard d'Espagna. J'avais déjà eu l'occasion de parcourir et d'apprécier certains écrits de Bernard d'Espagna, mais la préparation de ma communication, qui je m'en souviens m'impressionnait énormément parce que j'allais intervenir devant lui, me porta à un type de lecture plus systématique et plus approfondie, visant à passer au crible les arguments de son texte. C'est à ce moment-là que je pris pleinement conscience des talents multiples et exceptionnels qu'articulait cette pensée. Je fus simultanément frappé par l'authenticité du questionnement, impressionné par l'énorme travail d'appropriation philosophique, fasciné par la capacité à dégager de manière claire mais exigeante des caractéristiques et enseignements épistémologiques fondamentaux d'une mécanique quantique extrêmement complexe, et par-dessus tout, admiratif de la rigueur, de la ténacité et de la minutie des raisonnements philosophiques. Ce sentiment s'est invariablement réactivé et conforté à la découverte de chaque nouvelle publication philosophique de Bernard d'Espagna. Le même sentiment se dégageait des entretiens qu'il a bien voulu m'accorder, dans lesquels il manifestait en outre toujours une extrême bienveillance.
Ce qui était particulièrement remarquable dans ces conversations, c'est la pure focalisation sur le fond des arguments, indépendamment du statut des personnes et des jeux de prestige. À cet égard, un souvenir marquant reste gravé en moi, qui coïncide avec notre premier échange informel. En travaillant sur le livre Le réel voilé, m'était venue une objection à propos d'un point, à vrai dire tout à fait mineur dans l'économie générale du livre, mais qui semblait néanmoins préoccuper l'esprit minutieux de Bernard d'Espagna, lequel ne négligeait jamais les détails. Le point concernait le rapport de Niels Bohr aux contrafactuels, aux propositions contrafactuelles. Ces raisonnements conditionnels qui mobilisent à titre de prémisse des possibilités physiques virtuelles non réalisées et qui jouent un rôle crucial en physique quantique. Bernard d'Espagna avait proposé sur un mode hypothétique une interprétation de la position de Bohr par rapport à ces contrefactuels et j'étais porté de mon côté à une interprétation différente. Lorsqu'au dîner qui clôtura les journées d'études sur le réel voilé, j'eus le privilège d'être assise en face de Bernard d'Espagna, la jeune doctorante inexpérimentée que j'étais se sentit écartelée entre le désir de soumettre son interprétation alternative au jugement acéré de Bernard d'Espagna et la crainte que cette proposition puisse être perçue comme une critique impertinente. Après bien des hésitations, je me risquais à formuler ce point. Or, à peine l'avais-je formulé que le visage de Bernard d'Espagna s'éclaira et il abonda dans mon sens. La seule chose qui comptait à ses yeux, c'était d'avancer sur le fond des questions problématiques. De mon côté, ce petit épisode fit encore grandir l'estime que je lui portais déjà. À partir de là, les échanges philosophiques se sont poursuivis durant une vingtaine d'années sous de multiples formes. Quelques publications en témoignent partiellement. Les questions qui ont fait l'objet de discussions détaillées et assez techniques sont variées. La notion de causalité élargie, justement, extended causality, introduite par Bernard d'Espagna pour penser le lien entre une hypothétique réalité physique indépendante et le contenu des théories physiques élaborées par les êtres humains. L'interprétation dite de Copenhague de la physique quantique, le sens et la pertinence de la philosophie des sciences de Thomas Kuhn, ou encore les implications philosophiques de l'existence de la théorie quantique dite non standard, à variable cachée, développée par David Bohm dans les années 1950. Mais derrière toutes les questions particulières que nous avions traitées, il y avait toujours, à un niveau plus profond, la question véritablement essentielle aux yeux de Bernard d'Espagna, le véritable enjeu de toutes les discussions spéciales et techniques, à savoir la question essentielle du réalisme scientifique et du devenir du réalisme scientifique face à l'avènement de la physique quantique. La question de savoir si la physique élaborée par des êtres humains, et en particulier la très puissante théorie quantique en vigueur de nos jours, autorise ces êtres humains à conclure quelque chose à propos d'une réalité physique visée comme étant indépendante d'eux. Autrement dit, la question de savoir si une partie du voile qui recouvre cette réalité peut être levée. Du point de vue de cette question essentielle, qui habitait Bernard d'Espagna sur le mode d'une authentique inquiétude ontologique, je crois que toute personne rompue à ces débats reconnaîtra que Bernard d'Espagna est allé aussi loin qu'un être humain le peut dans l'élaboration d'une interprétation réaliste de la physique quantique qui intègre d'une part les spécificités de cette physique, au premier abord peu favorables au réalisme, et d'autre part toutes les subtilités des objections philosophiques classiques ou plus récentes suscitées par la thèse du réalisme scientifique. Les arguments toujours très vigoureux, patients et nuancés de Bernard d'Espagna, qu'il n'a jamais cessé de raffiner au fil de ses réflexions, forcent le respect et l'admiration, y compris des esprits qui sont peu enclins à sa position réaliste. Je terminerai en évoquant rapidement quelques moments forts de nos interactions qui ont eu des incidences significatives sur mon parcours et ma réflexion philosophique. Dans cette veine, je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance à Bernard d'Espagna de m'avoir fait l'honneur de préfacer les 2 derniers livres que j'ai publiés. Le premier, une édition commentée parue chez Vrin en 1996 de l'interprétation de la mécanique quantique développée par Grete Hermann dans les années 30. Et le second, une introduction à l'épistémologie générale parue en 2000 aux éditions Ellipse. Les 2 préfaces de Bernard d'Espagna ont évidemment contribué
à la bonne réception et à la bonne diffusion de ces deux ouvrages. En 2003, j'ai alors organisé 2 débats autour de livres de philosophie de la physique. Le premier étant consacré à l'ouvrage de Bernard d'Espagna paru en 2002, le traité de physique et de philosophie, qui a été traduit d'ailleurs en anglais, comme vous en a parlé à Harald. Et le second est dédié à l'ouvrage de Hervé Svierne, paru en 2000, Les limites de la connaissance. L'idée était de faire dialoguer les auteurs de ces livres avec d'autres philosophes des sciences, en l'occurrence représentés par Michel Pippol, Pascal Angèle, Paul Gauchet et moi-même. Une version écrite des échanges passionnants qui ont eu lieu à ces occasions a été publiée à l'Harmattan en 2006, en conservant la forme d'un dialogue entre les divers protagonistes. Entre-temps, en juin 2004, j'ai été heureuse de pouvoir inviter Bernard d'Espagna à contribuer au premier grand colloque international que j'ai organisé à l'Université de Nancy. Le colloque était consacré au problème du changement scientifique et de l'évaluation comparative des théories scientifiques concurrentes. Michel Pippol et Hervé Svierne faisaient également partie des intervenants. Bernard d'Espagna y a proposé une réflexion sur la question controversée du caractère cumulatif ou non cumulatif de la science et y a soutenu, contre des philosophes des sciences comme Kuhn et Feyerabend, une variété nuancée de la thèse cumulative du progrès des sciences. Ces dernières années, Bernard d'Espagna m'a associé à son séminaire de physique et de philosophie à l'Institut de France, lieu de rencontre entre physiciens de haut niveau et de philosophes de la physique. Étant en poste en Lorraine, à Nancy, je n'ai malheureusement pas pu y assister aussi souvent que je l'aurais voulu, mais les séances auxquelles j'ai pu être présente ont toujours été remarquables. Elles étaient organisées et présidées de main de maître par Bernard d'Espagna, avec une sérénité bienveillante mais ferme, toujours tendue vers l'objectif d'avancer dans les questions d'interprétation de la physique quantique qui n'ont jamais cessé de lui tenir à cœur. Au-delà des qualités scientifiques et philosophiques remarquables que j'ai déjà mentionnées, mais aussi en rapport étroit avec elles, je garde surtout en moi le précieux souvenir et le modèle d'un caractère noble, d'un être délicieux, authentique, généreux, ouvert, malicieux, riche et étonnamment complet. Merci. Ce que Léna Soler n'a pas précisé et que j'ai la peine de savoir, c'est que Grete Hermann a été la première à montrer que la preuve de von Neumann sur l'impossibilité de variables cachées ne tenait pas à la route, puisque Bell a redécouvert 20 ans plus tard. Maintenant, à Hervé Svierne, on va parler de l'univers des lettres de Dieter Zeh. Donc Dieter Zeh, qui a été invité bien sûr à participer à cet événement, à un âge assez avancé et des problèmes de santé, et il a regretté de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il a tenu à faire une contribution. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dieter Zeh est professeur émérite à l'université de Heidelberg. Il a été l'un des initiateurs majeurs de la théorie de la décohérence, puisque c'est lui qui en 1970 a suggéré l'idée selon laquelle un système n'est jamais isolé et donc il faut tenir compte de l'environnement, ce qui a ensuite conduit à tous les développements qu'on a connus et qui ont été ensuite largement développés par Zurek, mais l'idée initiale revient à Zeh. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il continue évidemment ses travaux et ses réflexions et que c'est un ardent défenseur de l'interprétation d'Everett dans sa version initiale. Il se bat énormément pour soutenir le fait que l'interprétation d'Everett est la bonne solution philosophique d'interprétation de la mécanique quantique à ses yeux. Et d'ailleurs, son texte que je vais maintenant vous lire le mentionne brièvement. Alors ce texte est en anglais, donc je le lis en anglais, vous me pardonnerez pour la prononciation. I met Bernard d'Espagna for the first time at the Historical Verona Conference of 1970 that he had organized and where I had been invited on the suggestion of Eugène Ligner. The latter had already helped me to publish my first paper on what later became known as decoherence. It would also appear in 1970. On this occasion, I also became first aware of Bernard's clear distinction between proper and improper mixtures, a terminology I found extremely useful for explaining the correct meaning of decoherence. Bernard later discussed this concept very carefully and appropriately in his book about veiled reality. Therefore, I believe that we essentially agreed on all questions
that regard observable quantum physics, but we obviously differ to some extent about how this has to be interpreted. Although we met only a few more times after Varena, mainly because of my general reluctance to visit conferences, we kept up a sporadic correspondence and a regular exchange of preprints. Most participants at Varena were either interested in axiomatic quantum theory, trying in particular to exclude superpositions of macroscopically different properties simply by means of new postulates, such as restricting the set of allowed observables, or in the violation of John Bell's then brand new inequality and its meaning. The first approach appeared too cheap to me, since I hoped to understand measurements and observations as dynamical processes within the theory. Regarding non-locality, I had readily accepted non-local entanglement as a well-established property of quantum states, that is, as a kinamical non-locality that did not require any spooky action at a distance anymore, as is also nicely explained in Veiled Reality. For example, non-local entanglement between decay fragments at any distance is obviously required in order to warrant the conservation of their total angular momentum. This gives rise precisely to Bell states, and thus led John Bell to invent his convincing argument against local hidden variables, which I had anyhow never regarded as plausible in the absence of a model that would explain the very general superposition principle in particular. My interest in foundations of quantum mechanics was instead motivated by certain conceptual or dynamical inconsistencies that appeared in the usual pragmatic interpretations. So, I would neither accept the non-concept of complementarity, nor a second, vaguely defined and vaguely justified kind of dynamics, the collapse of the wave function. In order to compare my basic point of view with Bernard's philosophy-minded approach, I have to say a bit about the origin of my own epistemology, which I had developed and which had somehow stabilized already before I officially started studying physics. By some accident, I had very early become familiar with the program of the Wiener Circle, sort of completion of David Hume's positivism. I found its rebuttal of many philosophical pseudo-problems very convincing, but I also found something missing in order to justify the successful concept of a physical reality. This changed when I discovered Wehinger's concept of heuristic fictions, where the selective adjective forms the bridge from fiction to reality. I learned only later that Wehinger is usually regarded as a neo-Kantian, perhaps because he tried to justify also the Dig an sich as a heuristic fiction. But I prefer his point of view to Kant's idealism, which is a special role for the human mind. In any case, Wehinger's concept relaxed any radically positivist restriction of reality to the mere empirical facts or sensations by instead allowing it to be defined at the most appropriate conceptual interpolation between them in as far as this is consistently possible by means of conceptually simple laws. This inter- and extrapolation may even include the heuristic fiction of other subjective observers beyond pure solipsism as a basis for intersubjectivity or weak objectivity. I don't insist that my conception is philosophically entirely satisfactory, but it appears consistent to me, and it turned out to be very useful. Actually, it seems to be similar to the epistemology developed by the young Einstein Olympic Academy at Bern from 1901 to 1904, although Einstein would hardly have dropped the concept of locality. If I understand Bernard's approach correctly, my picture may come close to what he called Poincaré's structural realism. Poincaré surely was an even earlier fictionalist than Wehinger, but I never
saw any need for some additional vague reality if one only attempts to remain consistent. An essential point is that this concept of reality as a heuristic fiction does not use any traditional presumptions such as space and time or just space-time. Therefore, I had no problem to accept an ontic nature of the non-local wave function in this sense. But it and its dynamical law had then to be universally valid for consistency, my major premise. Precisely, this requirement led to decoherence by extending the fiction of a real wave function to include the environment, and an Everett-type branching universe, including splitting observers with their separate mains, required to obtain individual measurement results, but also justified by the unitary dynamics. These conclusions were not at all an immediate success among physicists. Most colleagues kept telling me that the wave function does neither apply to the environment nor to the observer. Others still assume that this description is incomplete. In order to allow for a concept of dynamical locality, relativistic causality, however, one has to presume a local basis of Hilbert space, such as the configuration space of spatial fields, from which one may construct a local, relativistic Hamiltonian. Only the generic states, superpositions on this basis, are then non-local. In quantum gravity, the spatial fields forming the basis will also have to include the metric field. In my opinion, this conception does in principle admit a consistent ontic interpretation of a universal wave function that is compatible with all observations and phenomena. One may even regard the other Everett branches as forming a hidden or veiled part of reality, although I doubt that this is what Bernard might have had in mind. Pour la discussion, je vais laisser Ernst Bernard présider. Nous avons encore un peu de temps, du moins pour ceux qui ne doivent pas partir tout de suite pour la discussion. Il a été souvent fait la remarque que les exposés auxquels vous avez assisté suscitaient forcément des questions, des éclaircissements, voire des contestations bien sûr. Et nous pouvons profiter maintenant pour que ces questions soient ouvertes